Retour dans la semaine de l'écho. Je suis toujours en compagnie d'Éric Heyer. Rebonjour Éric, directeur de l'OFCE, Philippe Manière, président de Footprint Consultant, et Yannick Mireur, politologue spécialiste des États-Unis. Dernier débat, vous le savez, de la primaire de la droite et du centre, suivi jeudi soir par plus de 5 millions de téléspectateurs. Pour Opinionway, François Fillon et Alain Juppé l'ont remporté. Le programme de François Fillon est le moins crédible à lancer Alain Juppé ce vendredi matin. Alors on reviendra justement sur leurs projets économiques. Peuvent-ils être efficaces pour lutter contre le chômage? Quelques réactions, quelques extraits de justement ce jeu entre les candidats et on en débat ensuite. Et pour réussir, il faudra aussi se rassembler. Ça a été l'esprit de toute ma campagne. Rassembler la droite et le centre. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande dimanche prochain d'aller voter en masse. La France a besoin d'autorité. Je crois que j'ai cette autorité. La France a besoin d'énergie. Je pense que j'ai cette énergie. La France a besoin d'expérience. Je pense que j'ai cette expérience. Je dis aux Français qui nous regardent, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de contredire les sondages et les médias qui avaient déjà tout arrangé à votre place. Je vois bien que Trump, il a gagné sur l'échec cumulé de Bush et d'Obama. Et que je redoute que Le Pen puisse éventuellement prétendre à gagner sur les échecs que nous avons connus, Nicolas et François, jusqu'en 2012, et surtout Hollande et Valls depuis 2012. Éric Heyer, avant de distinguer le programme Juppé-Fillon, parce que manifestement Alain Juppé a dit qu'il était peu réaliste, son programme aujourd'hui. Ses programmes de droite sont grosso modo se ressemblent, enfin d'un point de vue économique. Est-ce que, là je reviens à Ronald Reagan, est-ce que c'est du Ronald Reagan sans les dépenses publiques? Mais c'est à l'envers, vous voulez dire. C'est pas de la relance ou de... Maintenant on appelle ça de l'expansion économique. À la Commission européenne, c'est comme ça qu'on l'appelle. D'ailleurs c'est assez amusant de voir que la Commission européenne, hier ou avant-hier, nous dit il faut qu'en Europe on fasse 0,5 points de PIB d'expansion budgétaire, c'est-à-dire, et là les programmes nous disent tous on va faire moins 0,7 chaque année. Donc vous voyez on réduit les dépenses publiques, on les réduit chaque année. Plus que ce qu'on baisse les impôts. Donc du coup ça fait quand même. Alors donc vous voyez là il y a un grand écart entre ce que veut la Commission et tout ça parce qu'il y a un diagnostic quand même qui est pas partagé. C'est-à-dire que globalement, le diagnostic partagé par les économistes au sens large, c'est celui un peu de la stagnation séculaire. C'est globalement la croissance économique, y compris pour la France, elle va tourner aux alentours de 1%, 1,5%. Avec 1%, 1,5%, le chômage ne baisse pas, ou très légèrement, selon qu'on fasse un peu plus d'emplois aidés ou pas. Mais en gros, c'est une stabilité du chômage. Et donc là, si vous commencez par faire 100 000 emplois de fonctionnaires en moins chaque année, plus de l'austérité, il est certain que pendant le quinquennat, il y aura des destructions d'emplois et massivement, et donc le chômage va augmenter. Ça, on peut parier sur l'avenir et dire peut-être c'est les nouveaux Schröder qui sont ici, c'est-à-dire que on fait une énorme cure d'austérité en espérant ne pas tout casser et qu'ensuite dans 5-6 ans on récupérera les fruits de cette politique-là. Mais en tout cas, ce qui est quasiment inévitable avec ce genre de politique-là, c'est qu'à court terme, sans doute, il y aura une augmentation significative du chômage. Philippe. Il y a un court terme, long terme, finalement, dans ces programmes. Oui, il y a toujours ça. C'est-à-dire, quand on fait un choix, il y a un impact immédiat et puis il y a ce qu'on en espère pour l'avenir. Moi, là où je pense que tailler dans la dépense publique au prix éventuellement d'un certain ralentissement de la croissance, je ne crois pas tellement à l'austérité, mais au prix d'un certain ralentissement de la croissance a beaucoup de sens, c'est que je pense que l'alpha et l'oméga de nos problèmes, c'est l'hypertrophie de la sphère non marchande. C'est-à-dire que la France a tous les records dans cette matière, en dépenses publiques ou en impôts rapportés au PIB. Et donc, très clairement, pour la sphère marchande, c'est très difficile d'être compétitif parce que, vous savez, c'est ce que dit Xavier Fontanet, le patron d'Essilor, c'est-à-dire que la France, c'est un jockey obèse qui engueule son cheval parce qu'il ne va pas assez vite. Et donc, il faut commencer par réduire la sphère non marchande. Alors, donc, bien sûr, ça peut avoir un effet récessif, mais on peut immédiatement avoir aussi des effets de confiance et des effets de compétitivité, de retour à la compétitivité de l'offre, qui vont évidemment mettre peut-être 1 an, 2 ans à se manifester. Mais si on ne le fait pas au motif qu'on a peur du ralentissement qu'on aura à coup sûr immédiatement, alors on va continuer à voir se dégrader l'ensemble. Donc je pense qu'il ne faut même pas se poser la question. On pose le diagnostic. Il y a trop de sphères non marchandes en France et donc il faut régler ce problème en taillant dans la dépense publique. Moi, je crois que le diagnostic est très difficile à réfuter. On n'est pas forcément d'accord. Alors François Fillon dit que le programme, Alain Juppé dit que le programme de François Fillon va beaucoup trop loin. Très intéressant ça. Posez-vous la question. Est-ce que si ça n'était pas vrai, il le dirait quand même? Évidemment, il le dirait quand même. Aujourd'hui, si vous êtes Alain Juppé, il faut dire ça. Alors lui parle de 250 000, François Fillon parle de 500 000 agents publics. Oui, mais de toute façon, il y en a trop. Donc après, on ne sait pas combien ils feront. Je veux dire, c'est pas tout à fait Trump, mais l'important, c'est qu'on s'engage dans une réduction assez considérable. Oui, mais vous voyez, ce qui est intéressant, pardon, je prends la parole, mais que globalement, ils ne reviennent pas sur le périmètre de l'État.
et des collectivités locales ou de la sécurité sociale. Donc ils veulent baisser de 500 000 le nombre de fonctionnaires, mais tout ça sans revenir sur le périmètre. Ça veut dire que comment ils y arrivent, et notamment François Fillon, par l'augmentation de la durée du travail. Donc je trouve ça très amusant de dire qu'on augmente la durée du travail, qu'il y a bien un lien. Pas idiot, hein. Alors, y a-t-il un lien entre l'augmentation de la durée du travail et la baisse et le financement de la baisse des Fillon pense que en jouant sur la durée du travail, ça joue sur l'emploi. Donc vous voyez toute cette idée. Non, c'est pas ça. C'est que pour compenser le fait qu'il y ait moins de gens pour travailler, on fait travailler plus ceux qui sont là. Nous sommes d'accord sur l'idée que quand on baisse la durée du travail, on crée des emplois. Quand on augmente la durée du travail, on détruit des emplois. Non, c'est pas ça. Alors, ça reste le débat sur la durée du temps de travail. Yannick Mireur, vous souhaitez réagir peut-être? Une productivité aussi sur la. Quel est le lien, quelle est la passerelle? Est-ce qui vous inquiète ces programmes à droite? Et oui, mais ils le font avec la durée du travail. Non, pas du tout. Mais ce que je voudrais rappeler dans la veine de ce que vient de dire Philippe Manière, c'est que on a là qui se dégage, semble-t-il. On ne peut pas faire de politique fiction, c'est pas le sujet, mais messieurs Fillon et Juppé, je pense qu'il y a une chose qui est très positive, c'est que la conscience est petit à petit partagée par les Français qui savent bien qu'il faut changer de modèle. Globalement, on a établi un modèle à la Libération, et bien désormais, il faut réviser drastiquement ce modèle, libérer les Français, faire confiance aussi aux initiatives. Emmanuel Macron, on va en parler d'ailleurs. Aussi, on va en parler sans doute, et réduire, comme vient de le rappeler Philippe, la part de la sphère publique dans le PIB. Mais il y a un équilibre difficile entre, d'une part, une espèce d'avancer vers quelque chose de plus libéral, où l'État soit moins important, pèse moins sur l'économie, et en même temps, une exigence absolue de cohésion sociale dans le pays à travers un projet national. Et donc cet équilibre entre les deux, entre la réussite économique, relancer la croissance, donner de l'oxygène au fond à l'économie et aussi libérer les initiatives individuelles et les entreprises, doit se marier avec un projet national qui soit aussi culturel. C'est une synthèse et sans doute, peut-être, me semble-t-il, le maire de Bordeaux là-dessus me paraît avoir une vue plus complète ou proposer une vue plus complète des Alain Juppé, qui dit que donc François Fillon a un programme peu crédible. Éric Heyer, donc justement pour en revenir entre ce lien entre le temps de travail et la croissance et je dirais la lutte contre le chômage. Pourquoi ça revient aujourd'hui sur la table alors que là justement on augmente le temps de travail pour lutter contre le chômage? Quel est le lien finalement entre le temps de travail? Le lien est assez évident quand on fait des comparaisons internationales. C'est-à-dire que le pays qui a le plus réduit son temps de travail depuis 1990, ou même si vous prenez depuis 2000, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire que, mais ils ne l'ont pas fait par les 35 heures, ils le font par le temps partiel. Quand vous voyez au Royaume-Uni, ils le réduisent aussi pas du tout la même chose. Mais c'est pas la même chose, mais il y a bien un lien entre la durée du travail et l'emploi. C'est-à-dire que vous créez énormément des emplois avec une durée du travail extrêmement faible, vous faites baisser votre chômage. Et donc peu payer aussi, d'ailleurs. Oui, vous arrivez à faire baisser votre chômage, mais vous voyez, ce qui est intéressant et ce que nous dit l'OCDE, c'est que le volume horaire travaillé dans l'économie n'augmente pas en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a eu de la croissance économique, il y a eu de l'emploi, mais de l'emploi à temps partiel, contrairement à des pays comme la France, où on essaye de faire un peu moins de distinction entre le temps partiel et le temps complet. Il y a moins de temps partiel. L'inconvénient de le faire à la française, c'est qu'on dit à tout le monde il faut réduire le temps de travail. C'est sans doute trop dur. L'inconvénient de le faire à l'allemande ou à la hollandaise, c'est que c'est les femmes qui sont à temps partiel. Donc là, on dit on augmente le temps partiel, mais c'est aux femmes à assumer ce temps partiel. Et là, ça devient extrêmement peu moderne. C'est-à-dire que ça veut dire, effectivement, quand il y a un couple homme-femme, l'homme travaille à temps complet, la femme s'occupe des enfants et travaille un tout petit peu à temps partiel. C'est extrêmement peu moderne. Il ne faut pas exagérer. Il y a des cas où c'est comme ça, mais un tout petit peu à temps partiel. Le temps partiel, c'est pas toujours 2 heures. Il y a beaucoup de mi-temps, il y a beaucoup de tiers-temps, et ils ne sont pas tous subis. C'est 18 heures. La problématique que vous indiquez existe, mais il faut pas dire que c'est un tout petit peu. Aux Pays-Bas, c'est 50% les salariés à temps partiel, et c'est des femmes. Pas que. Alors on va passer aux Pays-Bas, à Emmanuel Macron, parce que candidat à la présidence de la République, même si François Hollande se présente, a-t-il dit, candidat anti-système, donc il ne veut pas rassembler ni la droite, il ne veut pas rassembler ni la droite ni la gauche, mais les Français, a-t-il dit. Alors bon, des réactions extrêmement critiques de la part du monde politique. Philippe Maillard, comment le trouvez-vous, Emmanuel Macron? Parce qu'en parlant justement de changement de système, il évoque une réforme du marché du travail. Bon, on ne connaît pas tout son programme, mais sur le plan économique, réforme du marché du travail, plus de flexibilité d'ailleurs dans les normes, une sorte de socle du code du travail au niveau légal, mais plus de flexibilité au sein des entreprises. Ça, il l'a dit dans l'Obs la semaine dernière. Encadrer les auto-entrepreneurs. Il est sympa, il est moderne, il est brillant. Quand on a dit ça, on dit la vérité, mais on n'a rien dit. C'est-à-dire que le problème ensuite, c'est effectivement avec quoi il vient se proposer à nos suffrages. Et moi, je pense que la grande difficulté pour lui, c'est d'être tout à la fois. C'est voyez mes pattes, voyez mes ailes. C'est-à-dire c'était intéressant au moment de sa déclaration de candidature.
il doit faire entendre quelque chose qui est ressorti à l'altérité pour être désirable, en voyant je ne suis pas comme les autres, et en même temps il faut qu'il soit dans une posture présidentielle. Et c'est très difficile d'être dans les deux. De la même manière, il veut draguer à droite et à gauche, donc il faut qu'il soit aimable pour les uns et pas trop répulsif pour les autres. Et je ne dis pas qu'il n'y arrivera pas, parce que moi je suis très impressionné par d'abord son grand talent, et puis le fort niveau de popularité dont il jouit depuis longtemps, y compris à gauche. Donc il ne faut pas du tout le considérer comme candidat négligeable. Je dis simplement que le choix qu'il fait l'oblige à des numéros d'équilibristes qui vont être de plus en plus difficiles à tenir. Donc moi, je peux pas faire un pronostic. Je dis que ça a de la gueule de voir un type jeune et moderne venir comme ça sans parti. Je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas s'il aura même ses signatures. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le sujet. Mais c'est intéressant, quoi que ce soit très compliqué. Yannick Mireur. Mais ça apporte clairement, ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça contribue certainement, sans préjuger de ce qui peut arriver à cette candidature-là, qui me paraît irrévocable en effet, conforter une évolution quand même mentale du pays, à partager la nécessité de révision drastique et de faire un saut mental qui soit décisif. Un saut mental. Un saut mental sur le rôle de l'économie, la liberté, là où se négocient les contrats de travail, au niveau des entreprises, pour oxygéner, encore une fois, sortir des grands carcans, ce qui ne veut pas dire revenir sur le rôle. Alors ça lui était très reproché depuis quelques jours. Oui, mais bien sûr, mais justement, il veuille sortir des carcans, il y a cette audace à Le Canet. En termes d'idées proposées, qui me paraît être, disons, un vent frais dans l'esprit français, puisque nous avons toujours raté nos grands tournants libéraux en France. Éric Heyer, peut-il réussir? Non, mais je suis d'accord que c'est ce qu'il essaye. Oui, mais ça vous embête. Non, c'est pas que ça m'embête. Non, je suis d'accord qu'ils disent qu'il faut que ça soit disruptif, c'est son mot. Mais quand on regarde ces 8 mesures, il n'y en a aucune de disruptive. Je suis désolé. Enfin, dire qu'on va nationaliser l'UNEDIC, c'est pas disruptif. Dire qu'on va. Mais non, mais c'est pas ça qui va changer. C'est intéressant comme mesure ou pas? Mais oui, moi je pense que ça part du principe que effectivement aujourd'hui l'assurance chômage est plutôt en déficit et donc c'est l'État qui les gère et donc c'est normal qu'il y participe. C'est complètement normal. C'est pas ça qui va changer l'économie française. Sur le droit du travail, en tout cas, cette flexibilisation changerait, disons, les principes. Non, mais il dit rien sur il donne pas de mesures précises. Il faut un socle. Non, mais après quand il nous explique qu'on va négocier la durée du travail au sein de l'entreprise, c'est pas plus que la loi El Khomri. Sauf que la loi El Khomri, il en reste ce qu'on sait. C'est pas plus que ce que disent les LR. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de disruptif dans les 8 mesures? Rien. Donc effectivement, par exemple le temps de travail qui dépend de l'âge. Alors ça, je trouve ça complètement ridicule. C'est-à-dire que, mais oui, c'est complètement ridicule. Le temps de travail qui en fonction de l'âge. Vous voyez que comme si le problème du chômage était un problème d'âge. Non, vous voyez que entre un jeune qui est polytechnicien ou un jeune formé et un jeune non formé, c'est là le vrai problème. Donc il devrait dire entre les qualifiés et les non qualifiés, il faudrait une durée du travail. On attend de voir en tout cas. On suivra ça avec attention. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.